Bienvenue dans PAF. PAF, vous le savez, ce sont des débats sur des sujets d'actualité. C'est le numéro 4. Des débats avec une bande. Et je vous présente une nouvelle venue, Florence Mercadet-Choquet. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Vous serez donc notre caution morale et féminine. Juridique plus que morale. Mais vous êtes aussi au bureau du MEDEF des Yvelines. Donc voilà. Donc la morale, on verra avec quelqu'un d'autre peut-être. Jean-Luc Madec. Mais non, je plaisante. Jean-Luc Madec, bonjour. Bonjour. Vous êtes restaurateur à la commanderie des Templiers. Vous êtes aussi un des responsables du groupement national des indépendants, syndicat qui regroupe beaucoup de gens de la profession, notamment des professions de bouche. 20 000. Première assemblée confédérale le 18 novembre à l'occasion d'Equipotel. Equipotel, c'est le plus grand salon consacré au métier en France, tous les 2 ans. D'accord. Florence, il va falloir défendre le MEDEF pareil. Hein. Jean-Charles Lajonie, bonjour. Vous êtes éditeur. Vous avez un point commun avec Florence, puisque vous éditez un ancien procureur, je crois. Absolument. Le premier roman. Oui, le premier roman de Philippe Bilger. Philippe Bilger, voilà, qui était le procureur à la cour d'assises de Paris, notamment. Et qui bouquin passionnant qui sort début décembre. Voilà. Très bien. 72 heures. Mustapha Larbaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien, vous êtes aussi engagé dans l'action associative, vous êtes le président du football club de Trappes, notamment. Et puis on recevra tout à l'heure Noradine Agne, qui est aussi journaliste, notamment à Canal+, et à Marmite FM, et qui va nous rejoindre pour ce débat. Et puis il y a un invité, et je suis ravi de vous accueillir, Aurélien Cadalbert. Bonjour, vous êtes l'ancien président de la CASCI. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Vous êtes un observateur attentif, un retraité heureux? Tout à la fois. J'ai un peu plus de temps pour effectivement peut-être avoir des réflexions plus générales sur notre société, sur l'avenir de Saint-Quentin-de-Vigne, l'avenir de notre territoire. Et donc effectivement, ça donne beaucoup de plaisir. Et surtout, je fais surtout ce qui me plaît. Et les emmerdes, je laisse aux autres les emmerdes. Et ce qui vous plaît, alors, on en parlera notamment, mais vous avez aussi une passion, mais qui joint à la fois l'utile et l'agréable, si je peux dire, c'est le golf. On en parlera en fin d'émission. Tout à fait. On va peut-être revenir quand même sur ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, vous disiez, moi je suis candidat à ma propre succession. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça. C'est relativement simple et clair. Je l'ai déjà plusieurs fois dit. Ma décision à moi, c'était de me poser les questions quand on arrive à mon âge. Bientôt 70 ans au mois de février, 32 ans de gestion de l'agglomération au niveau en tant que maire adjoint ou qu'élu, plus de 16 ans comme diriger la CASCI. Effectivement, je pense que ça va être normal de se poser la question. Et le choix que j'avais fait, c'était de dire, bon, je me redonne encore 3 ans, je vais jusqu'à la Ryder Cup et je passerai la main. Voilà. Bon, les maires de gauche n'ont pas décidé comme ça. Ils ont décidé non. L'élection municipale, c'est d'abord municipal, c'est pas à l'intercommunalité. Donc l'intercommunalité, on n'en veut pas dans la discussion de cette campagne. Donc la place de Robert Cadalbert était effectivement pas dans cette élection. Et surtout, alors ce qui est peut-être incohérent dans l'affaire, c'est que c'est au moment où les conseillers communautaires étaient élus au suffrage direct. En tous les cas, c'était leur décision. Je l'ai respecté, cette décision, en particulier dans la campagne. Je crois que je l'ai bien respectée. Après, je le regrette. Je pense que je regrette d'autant plus que, vu les résultats, on peut penser que si on avait fait une campagne intercommunale sur les résultats de l'agglomération, qui sont indéniables, peut-être que le résultat n'aurait pas été tout à fait la même. Mais c'est l'histoire maintenant, et allons de l'avant. C'est un coup fourré quoi du PS, c'est Benoît Hamon en fait. Non, il ne faut pas parler de ces mots-là, non. Après, moi je respecte le choix des maires de gauche de dire non, l'élection doit être d'abord municipale et pas intercommunale. Bon, c'est leur choix. Je l'ai contesté. Après, moi, chacun en tire les conséquences. Bon, donc vous ne regrettez rien, vous avez passé la main. Alors justement, pardon. Non, ça va. C'est juste sur le coup fourré. C'est vrai que c'était. Je l'aurais pas dit comme ça, simplement. Est-ce que c'est pas Vous l'auriez pensé. Mais fortement pensé. Est-ce que c'est pas plutôt à l'image de ce qu'on voit sur le plan national, c'est-à-dire qu'on a un PS divisé avec une gauche de droite, une gauche de gauche. Et vous seriez pratiquement la victime expiatoire d'un système, parce que finalement, Cadalbert, c'est l'entreprise,
c'est le golf. C'est un peu Macron. C'est pas le foot. C'est un pas. banquier. Voilà. Et à un moment donné, c'est une gauche qui triomphe aujourd'hui, qui est celle de l'entreprise, qui est celle de des affaires, qui triomphe en tout cas, qui essaye de s'imposer. Et finalement, ici localement, c'est plutôt Hamon. Non, et vous seriez la victime non, expiatoire. d'une part, je suis pas la victime. Je ne suis pas la victime de Benoît Hamon. Je ne suis pas une victime. D'abord, je ne suis pas une victime. C'est peut-être maintenant, je pense que c'est peut-être une chance qu'ils m'ont donnée. Alors, vous voyez, c'est pas une victime, puisque je pense peut-être que c'est une chance. Des amis comme ça qui vous servent. Non, mais pour l'avenir personnel, l'avenir d'un certain nombre de choses. Vous savez, l'histoire, elle est faite de cette façon-là. J'estime qu'aujourd'hui, ce que je fais me permet effectivement de me positionner, d'avoir du temps pour faire d'autres choses, et que c'est peut-être été une bonne chose que certains voulaient accélérer mon départ. Alors après, moi, faut appeler un chat. Je me suis fait virer. Certaines personnes me le disent. Oui, bon, effectivement, c'était pas mon choix. C'était pas mon choix. Et ce qui est important, c'est pas simplement le choix, c'est le pourquoi. Ouais. Le pourquoi. Est-ce que c'est votre bilan? Ah ben certainement pas, puisque effectivement certains disent même la droite s'est fait élire parce que l'agglomération fonctionne bien. C'est vrai que certains ont du mal à m'entendre dire souvent, mais tous les maires, quelle que soit leur couleur politique, sont largement réélus par rapport à leur capacité à gérer leur ville, mais aussi par rapport à la réussite de Saint-Quentin-les-Vignes. La preuve, c'est même dans les dernières élections municipales, c'était déjà le cas avant, les deux maires qui n'ont pas été réélus, tous les maires, quelle que soit leur couleur politique, dans ce moment-là, ont été largement réélus, sauf à 2 endroits où ils n'ont pas pu faire, disons, le rassemblement dans leur camp. C'était le cas, effectivement, à Voisin, et d'une certaine façon aussi à Trappes, puisque, voilà. Donc, effectivement, moi, l'analyse, après, chacun y tourne ses conséquences, mais ce sont des faits, tout ça, voilà, c'est tout. Donc, après... Que la gauche n'a pas voulu utiliser le bilan de Saint-Quentin-les-Vignes, qui est quand même un projet de gauche qu'on porte. C'était Roland Dado, c'était d'autres avant lui. Historiquement, c'est un projet. Et on revendique cette capacité d'avoir mené pendant 40 ans un projet de gauche sur Saint-Quentin-les-Vignes et un projet de gauche qui réussit. Ce qui n'est pas incompatible dans le truc. C'est intéressant peut-être de savoir pour les amis qui nous regardent, les Saint-Quentinois en particulier, c'est quelle est la marge de manœuvre du président de la Casquie aujourd'hui ? La marge de manœuvre d'un président d'interprétation, quelle que soit sa couleur politique, elle est dans ce combat-là. Il y a 2 choses, moi, qui sont importantes. C'est le compromis et le doute. Ça, c'est 2 valeurs, alors que c'est 2 mots qui sont plutôt dévalorisés dans notre société. Et pourtant, c'est les 2 mots. Le doute, il faut savoir douter. Parce que douter, et quand on a des idées, quand on a des projets et qu'on doute, on progresse. Quand on a des certitudes, alors là, c'est la fin de tout. Donc, il faut douter et savoir faire des compromis. Il faut gouverner avec tout le monde. Oui, mais surtout faire des compromis. Un compromis, par exemple, qui me tient à cœur aujourd'hui, sur le nucléaire. Voilà, un sujet quand même important. Il y a des possibilités d'avoir un compromis entre tout le monde. Et je dis à mes amis écologistes, qu'est-ce que vous préférez ? Sortir 10, 20, 30 ans plus tard du nucléaire, mais vivre avec un nucléaire plus sûr. C'est simple. C'est très simple, j'ai déjà dit, même aux représentants de l'EDF. Il suffit pour ça qu'on prenne plus de temps pour mieux entretenir nos centrales. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal entretenus, mais on peut encore faire mieux. En tout cas, elles sont surveillées avec le nombre de drones. Oui, mais il faudrait mieux les surveiller plus longtemps et de façon plus efficace. Par exemple, tous les 10 ans, peut-être tous les 5 ans, on surveille toutes les fissures d'une centrale possible. Là, on ne sait toujours pas qui survole les centrales. Là. Oui, mais ça c'est pour... extrêmement inquiétant quand même. Non, c'est pas inquiétant. Personne ne semble savoir, ni la police, ni l'armée, ni personne. Il y a 7 drones qui survolent le truc. Il y a une plainte de l'EDF. Non, mais ils sont juste en train de dire, tiens, on nous survole. On s'éloigne du compromis et de la marge de manœuvre du président de la Casquie. Mais c'était pour moi... Il y a 2 possibilités. Soit on part sur le nucléaire, je veux bien, soit on revient d'abord peut-être aux problèmes locaux et puis on élargira un petit peu après. Mais le problème du compromis, c'était un excellent exemple. Parce que je voudrais qu'on reparle du nucléaire après, parce que ce qui se passe notamment à Sivins, moi je ne suis pas tout à fait sûr comme vous qu'on puisse avoir des accords aujourd'hui dans une société. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose. Mais on y reviendra. Sur ce problème du compromis, gérer une agglomération entre toutes les maires, quelle que soit leur couleur politique, les intérêts. Vous savez, ça serait simple si l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. Ça serait simple dans la vie. Et tous les intérêts particuliers, privés et publics, sont
recevable, entendable. Et donc, forcément, gérer une intercommunalité, c'est faire un compromis sans arrêt entre toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, la marge de manœuvre, oui, il y a de la marge de manœuvre pour le compromis. C'était pour ça que je vous ai donné l'exemple. Mais je reviendrai plus tard sur le nucléaire. Parce que pour moi, c'est un excellent exemple. Dans tous les cas, toujours, quand on est ouvert, quand on ne détient pas la vérité, qu'on doute de ce qu'on fait. Il faut toujours douter de ce qu'on fait. Mais il ne faut pas que ce doute soit un phénomène sclérosant, arrêtant, on ne fait plus rien parce qu'on doute. Non, au contraire, on avance et on doute en même temps. On écoute les gens, mais on avance. Je pourrais faire le cas, par exemple, sur le vélodrome. J'ai souvent douté sur le vélodrome. Bon, j'ai eu des critiques sur le vélodrome. Bon, n'empêche qu'on a écouté, on a fait des choses, on a même sauvé les tritons crétés. On a pu écouter, mais sinon, si j'avais écouté tout le monde et certaines personnes, et en particulier ceux qui détenaient la vérité, on n'aurait rien fait. Est-ce que c'était bien de rien faire? Donc, c'est clairement la définition de la politique. À un moment donné, on écoute, on tranche également, on prend des décisions, on est dans le consensus, on est dans la réflexion commune. Simplement, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec le consensus et surtout avec le résultat et la résultante, qui est par exemple la dette. La dette sur une agglomération comme la Casquille, il y a des gens qui vous disent c'est peut-être un peu fort. Voir tous les audits qui sont mis en place pour rechercher un petit peu. Vous me donnez une chance. C'est pour ça que je donne cette chance. Un coup de gueule. J'en ai marre d'entendre parler de la dette. Allez-y. Si, alors ça veut dire qu'on peut parler de la dette, mais on ne peut pas parler de la dette si on ne parle pas de l'actif. Vous allez voir des entreprises, des chefs d'entreprise. Oui. Est-ce que quand vous faites un bilan et que vous voulez racheter une entreprise, vous regardez que le passif, vous n'avez pas l'actif? En général, vous avez l'actif d'abord avant de regarder le passif, ou les deux. Cher monsieur, je suis tout à fait en phase avec vous. Simplement, c'est pas non plus une entreprise. Elle est à force de parler politique et entreprise, on finit par la confusion. Non, mais elle est combien? 400 millions 400 millions, hein. Mais c'est beaucoup quand même. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Vous êtes propriétaire, vous êtes endetté. Dites-moi combien vous êtes votre dette dans le truc. Et je vous dire, c'est scandaleux, monsieur Patrice. Où tu vas? Tu as une dette de temps. Mais simplement, non, mais vous allez me dire en même temps, oui, mais je suis devenu propriétaire, j'ai payé les études de mes enfants, j'ai investi. Donc cette dette-là, elle doit être à côté. Est-ce que Saint-Quentin-Yvelines, on a 400 millions de dettes, mais quel est notre actif? C'est le prix d'un réseau de fibre optique sur le territoire, un réseau d'assainissement, un réseau d'éclairage, des écoles, un théâtre, une université. Vous savez quel a pris ça? Alors, forcément, on ne vend pas. Endettons-nous, cher ami, endettons-nous, puisque finalement, on peut endetter et acheter des actifs au passage. Donc on peut s'endetter de façon illimitée à partir du moment où on crée des choses, où on construit des choses. Simplement, il y a des limites à la capacité d'endettement. Il y a surtout des capacités. C'est la théorie de la bonne dette. Voilà. Mais justement, les collectivités territoriales, contrairement à l'État, ne peuvent pas s'endetter, prendre des emprunts si elle ne rembourse pas et ne paye pas ses intérêts sur son budget de fonctionnement. Dans les collectivités territoriales, ce qui n'est pas le cas de l'État, et c'est quelque chose de fondamental, j'aimerais bien que l'État soit dans la même situation. Quand on prend des emprunts et qu'on s'endette au niveau de l'agglomération, toutes les charges de la dette sont payées par le budget de fonctionnement et pas par les emprunts. Parce que c'est ça la cavalerie. Oui, non, mais... C'est combien la charge par contribuable de la dette? Elle est de 2 à 3 fois plus élevée que la moyenne. Mais ce qui est important, c'est quand on parle de dette, et c'est ça qui me met en rage à chaque fois, on ne peut pas parler... Non, mais vous entendez que ça. Mais non, pas que ça, on va parler d'autres choses tout à l'heure. On va parler de méga... On va parler de... Juste quelle est la valeur des actifs sur Saint-Quentin? Ça peut intéresser. 100 millions, c'est le prix d'un réseau de fibre optique, des routes, l'université, le théâtre. Quand vous faites la somme de tout ça... Mais le vélodrome, le coût pour l'agglomération, c'était entre 15 et 20 millions, puisqu'on a pris un peu la part du département. L'actif, combien? 74 millions. C'est une belle affaire. C'est une vraie bonne idée, le vélodrome, oui. Bien sûr. Oui, il va être plein, il va... Qu'est-ce qu'il apporte à Saint-Quentin-Yvelines? Justement, non, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il apporte en termes de notoriété? Parce qu'un territoire, c'est aussi une notoriété. Et alors, évidemment, je ne vais pas faire l'apologie de l'entreprise, mais il faut raisonner de la même façon. Ici, vous pouvez. Un territoire. Vous avez un auditoire favorable. Benoît Hamon n'est pas là, vous pouvez y aller. Non, mais je ne suis pas en désaccord avec Benoît Hamon. Le territoire, effectivement, a une image, et l'image a une valeur. Et le vélodrome, quand on va organiser les championnats du monde, on aura pu organiser, peut-être ça se fera un jour les Jeux Olympiques, les championnats du monde en février, on organise les championnats du monde. La planète entière va être nous. La Ryder Cup,
On va peut-être en parler tout à l'heure. Mais on revient avec un certain nombre d'élus de Glasgow, d'Écosse. Après, plus personne ne parle que c'est une mauvaise idée. Tous ces éléments, le vélodrome, à la fois l'image du territoire, le développement économique qui se fait autour de ça, excusez aussi du peu, l'activité purement sportive auprès on a dépassé les 1000 personnes qui ont fait un baptême de la piste sur le vélodrome. Il y a effectivement un outil très important, sans compter... C'est une belle locomotive d'image, incontestablement. L'image, c'est une chose, mais simplement vous parlez d'une dette et vous mettez un actif en face, tel un monument, tel quelque chose qui a une valeur éventuellement financière. Mais en politique, on ne peut pas parler que d'argent. Je finis ma phrase. Est-ce que ça ne reste pas néanmoins en plus déficitaire? C'est non seulement l'investissement et éventuellement le déficit structurel. Il faut savoir ce qu'on met derrière les mots déficitaire, ça veut dire. Non, mais c'est bien pour ça qu'il y a des dépenses qui permettent de rapporter de l'argent. Voilà. Ça s'appelle un investissement. Absolument. Voilà. Et à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a plus que les 400. Quand on regarde les 400 millions de dettes par rapport à ce qu'on a fait en investissement, on ne compare même pas, tellement c'est important en termes de rapport. Parce que les entreprises qui arrivent apportent de la richesse. Les personnes qui vivent à Saint-Quentin-en-Yvelines apportent de la richesse. Donc, avec cette richesse qu'on a créée, on est capable de faire face à notre dette sans problème. C'est ça qui est important. C'était une question. Voilà. Non, mais et ce raisonnement-là, vous pouvez le mettre pour la France. Est-ce que la France, avec ses 2000 milliards de dettes, est capable de faire face à sa dette? Parce qu'on a des réseaux de TGV, on a des réseaux, on a un réseau d'équipement, on a un territoire où les entreprises peuvent créer de la richesse. Ce que je dis souvent à M. Fourgou, vous savez, il me dit c'est les entreprises qui créent. Oui, non, mais il me dit souvent c'est les entreprises qui créent la richesse. Oui, mais justement c'est très important d'avoir cette nuance-là. Oui, c'est les entreprises qui créent la richesse, mais qui permet aux entreprises de créer de la richesse? C'est le territoire, c'est la formation, c'est l'université. Voir les hommes et les femmes qui y travaillent. Notamment, si on reste sur le bassin de Saint-Quentin sans nationaliser la question, moi je trouve que effectivement Saint-Quentin c'est une réussite parce qu'il y a des entreprises, on a quand même 7000 sièges sociaux d'entreprises à Saint-Quentin-en-Yvelines qui se développent avec des entreprises qui arrivent assez régulièrement et qui s'installent à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je ne vais pas prendre mon cas personnel, mais moi j'étais installée à Versailles et je suis venue à Saint-Quentin-en-Yvelines parce que c'est un bassin économique qui bouge, qui est dynamique, qui rencontre des difficultés comme toutes les entreprises françaises aujourd'hui, mais le chômage est moins élevé dans les Yvelines. C'est pas acceptable. Enfin, il faut faire mieux. À Saint-Quentin-en-Yvelines, aucun jeune ne devrait remettre sur le marché du travail. C'est un scandale que chaque jeune qui sort du système scolaire ne vaille pas dans l'entreprise et un contrat et on puisse lui permettre de créer de la richesse. Voilà. Il y a un très gros travail à faire, je peux vous l'assurer. Parce que là, nous, sur les sociétés de services, par exemple, et Florence aussi, on est prêt à accueillir nombre de jeunes filles et garçons de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et aujourd'hui, tout est bloqué. Le système est à revoir complètement. Pour revenir juste sur le chômage, il est disparate selon les communes de Saint-Quentin, parce qu'on ne peut pas généraliser. Si on fait une moyenne globale, je crois qu'on doit être à 7... on doit être à 7% de taux de chômage sur les Yvelines, mais à Trappes, il explose. Donc on ne peut pas non plus trop généraliser. C'est l'exercice aussi. D'ailleurs, je ne comprends même pas qu'on vous ait viré, parce qu'au regard du bilan que j'entends, c'est vrai que globalement, vous êtes plus qu'une victime pour le coup. Mais simplement, c'est un peu l'exercice. Je dis que c'est une chance que j'ai. Monsieur Cadalbert, c'est juste l'exercice qui veut ça. C'est vrai qu'on a envie de savoir, c'est juste de ça. Une dette aussi importante, quand c'est de l'investissement, personne ne vous en voudra. Maintenant, c'est de savoir si les investissements aboutissent. Par exemple, Promopole, c'est un investissement. Et aujourd'hui, on parle de dépôt de bilan. Et pourtant, on parle bien de l'entreprise aussi. On parle de comment on appelle ça, de pépinière d'entreprise. On parle de... Mais Promopole est Mais encore, c'est un cas... Oui, mais c'est un cas d'école encore. Promopole, effectivement, était un investissement. Il a été rentabilisé, si je regarde, parce que tout a été depuis... Simplement, on n'a pas réinvesti, on n'a pas déduit. Comme ça ferait une entreprise privée, elle aurait mis de l'argent pour réinvestir. C'est une pépinière d'entreprise qui a plus de 30 ans sur Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est vieillissante, qui a des problèmes qui sont liés... Il y a des problèmes de dette aussi. Oui, mais parce qu'on l'a laissé réinvestir, par exemple, sur la pépinière à Trappes. C'est elle qui porte la dette sur Trappes, par exemple. Mais c'est qu'une bonne chose, parce que quand vous voyez le taux de chômage à Trappes, c'est une bonne chose que dans le cadre de la ZFU, on ait fait ce travail à Trappes sur effectivement la création d'entreprises. C'était une bonne chose, parce qu'on parle de dépôt de bilan pour le coup, et on ne sait pas s'il y aura une continuité d'activité. Non, mais on en parle. Parce qu'on parle de choses intéressantes. Autant parler de tout. Mais c'est tout à fait dommage ce qui arrive à Promopole. Et malheureusement, je pense que derrière, il y a aussi des conflits politiques. Oui.
depuis quelques années. Mais c'est un excellent cas de figure pour expliquer justement l'investissement. On n'a pas investi. Non, mais on n'a pas investi. 30 ans, vous savez, ce qui a coûté Promopole à l'agglomération, c'est peanuts en termes de coûts. Hein, et ce que ça a rapporté à l'agglomération en termes de création d'emplois. Alors, si on a justement les recettes induites par la taxe professionnelle, quand elle existait, par les emplois créés, tous les travailleurs qui dépensent une grande partie de leur argent sur le territoire. Donc, si on fait ce bilan global, il est extrêmement positif. Que Promopole a vieilli, qui subit à la fois la crise d'un investissement très important sur Trappes, qui est une bonne chose par rapport au développement économique, il faut faire face, mais ça a un coût, à nous de le faire. Et il y a des solutions pour la suite de Promopole. J'aurais une question sur le plan institutionnel, puisque vous disiez, c'était la première fois au fond que les conseillers d'agglomération étaient connus de leurs électeurs. Est-ce que, puisqu'on est dans la réforme du millefeuille administratif, on parle de la suppression des départements, est-ce qu'on ne devrait pas finir par supprimer au fond les communes et faire une communauté d'agglomération, une grande ville, quoi? À chaque fois qu'on me pose cette question-là, je n'ai qu'une réflexion globale. Si on parle des structures, que ce soit la région, aujourd'hui les agglomérations, forcément les politiques se foutent sur la gueule. Excusez-moi, parce que chacun c'est son pouvoir, mon territoire, est-ce que je vais perdre mon pouvoir, tout ça. Oui, parce qu'on en est là pour l'instant. Et dans ce cas-là, ça, effectivement, ça ne débouche pas. Par contre, ce qui est important, de travailler ensemble, et là, on est dans le positif, de travailler en commun, on trouve des compromis en commun, c'est travailler sur le projet. Saint-Quentin-les-Mines est né d'une décision de l'État, d'un projet. On fait une ville nouvelle. Voilà. Oui, c'était le fait du prince. Et contre l'avis de tous les élus, tous les maires de l'époque, toutes les communes étaient contre la ville nouvelle. Il y a eu une décision de faire, vous avez un projet en commun. Et depuis 40 ans, on travaille sur un projet en commun. Donc, si on veut continuer dans ce sens-là, et l'État va dans ce sens-là, c'est l'opération d'intérêt national Paris-Saclay. Bon, vous savez, ça n'a pas été simple. Même je vois le maire de Trappes actuellement. Ceux qui m'ont le plus soutenu pour qu'on rentre tous dans l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, c'était Pierre Sélincourt. Voilà. Bon, il a été à fond parce qu'il a bien compris que si vous voulez que la ZAC des Bécanes, si l'Ouest, qui disait l'Ouest, l'État nous a abandonnés, n'a pas fini l'Ouest et fait sur l'Est, il a bien compris qu'il fallait bien faire venir l'État dans le cadre d'une opération d'intérêt national. Bon, j'ai eu son soutien et j'ai fait que tous les maires ont adhéré à cette opération-là. Mais on ne s'est pas posé la question de la gouvernance. Est-ce que c'est effectivement les élus d'Orsay qui allaient gérer ce qui se passe à Trappes? On était vraiment dans la coopération sur un projet en commun. Donc, travaillons sur un projet en commun. Et après, on verra. Et après, on verra. Parce que le préfet là, a lancé un gros projet sur l'intercommunalité, de regroupement en intercommunalité, un truc qui me paraît complètement dément, parce qu'il y a à peu près, ça regroupe plus de 200 000... des grosses agglomérations. Avec à peu près 200 000 habitants, c'est très contesté. Alors au-delà du fait que Saint-Quentin doit grossir, j'allais dire naturellement, d'ici peu de temps, avec 3-4 communes en plus, qu'est-ce que vous pensez de ce projet lancé comme un pavé dans la mare par le préfet? Je refais la même chose, de dire quel est le projet. Excusez-moi de dire qu'en fin de compte, Delouvrier et De Gaulle avaient raison. Ils avaient mis un projet de ville nouvelle de 500 000 habitants et on allait jusqu'à Palaiseau. Pas très loin du projet actuel. Ouais. Que l'on fasse une structure administrative de gestion dessus, c'est pas là le problème. C'est comment on fait avancer le projet Paris-Saclay. Mais ça remet en cause, et effectivement on parle du Grand Paris, les décisions sur les découpages. Dès qu'on parle de découpage, on se fout sur la gueule. Mais là, à l'époque, on a supprimé le département de la Seine. Là, on va le refaire. C'est plus ou moins 6 millions d'habitants. Ouais. Bon, voilà. Ouais. On se pose en même temps les questions avec des grandes intercommunalités, mais des grands projets, plus que des grands projets. Et on les connaît, ces grands projets. C'est effectivement Paris-Saclay, c'est la Seine, Seine-Aval, Cergy, c'est Roissy, c'est Marne-la-Vallée. Ils existent, ces projets-là, autour de département de la Seine. Donc, on se dit... on recrée le département de la Seine, la décision est faite, avec justesse, parce que ça permettra de mettre de la solidarité entre les deux départements les plus riches, Paris et les Hauts-de-Seine, et deux pauvres que sont la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Donc de ce côté-là, moi, je trouve qu'il y a du sens à faire cette grande structure. Mais en même temps, il faut se reposer la question, le découpage de l'ancienne Seine-et-Oise. Écoutez, quand vous voyez Antony et puis Villeneuve-la-Garenne, la dynamique, la synergie qu'il y a entre ces choses-là, donc on voit bien que le découpage, même les Yvelines, on voit bien sur les Yvelines, puis restons sur nous, la dynamique, est-ce qu'avec Saint-Quentin-les-Mines était avec Versailles, et on l'a fait, on a créé une université ensemble, avec le parc naturel de la Vallée-Chevreuse, on a des dynamiques, avec
Paris-Saclay et la CAPS, avec Massy, on a des dynamiques. On les a plus qu'avec la Vallée de la Seine, avec Mantes. J'aime bien François Ducancronier, tout ça, mais on se connaît. Mais la dynamique de territoire, donc ça veut dire que le découpage des Yvelines, de l'Essonne, ça, sont à remettre en cause. Oui, et ceux qui proposent le 800 000 habitants sur le truc, tu as raison. En fin de compte, on pose d'abord la question de ce découpage du département des Grandes Couronnes, qui n'était pas... Si on le fait sur un projet, et au lieu de parler de découpage et tout ça, parlons du projet d'abord. Parlons du projet d'abord. Faisons avancer. Le projet, c'était la croissance dans un premier temps. Et mais maintenant, c'est juste rentabiliser. Mais on n'est pas la croissance. On n'a pas la croissance pour la croissance. On a beaucoup d'autres sujets à aborder. Je vous propose de voir un sujet d'ailleurs où vous faites un peu vos adieux à la communauté d'agglomération. Certainement pas les adieux. Non, certainement pas les adieux. On va accueillir Nouradine. La preuve, je suis ici, on est à Saint-Quentin-Ville, TV-Fil, que je suis fier de mon bilan. On a créé TV-Fil. C'était votre dernier discours à la communauté d'agglomération. Puis on va accueillir en tant que président Agne pour la suite de l'émission. Vous pouvez compter sur moi, non seulement jusqu'au bout, mais même après, pour, à ma place, aider toujours à cette réussite. Robert Cadalbert a présidé sa dernière séance du Conseil communautaire, c'était jeudi dernier. Il a choisi de ne pas être présent sur une liste au municipal en mars prochain. Robert Cadalbert, 69 ans, est président de l'agglomération depuis 16 ans. Il aura présidé sans conseil et a posé 500 000 fois sa signature. Un peu d'émotion, c'est une page qui se tourne et donc les pages quand on les tourne, surtout quand elles sont si belles que celle-là, on les tourne avec beaucoup de nostalgie. La première réussite, c'est bien sûr la réussite économique de Saint-Quentin-le-Vin et pas pour la création de richesse, mais effectivement pour l'emploi, pour le partage de cette richesse au travers de l'emploi. Alors il y a encore beaucoup à faire, hein. C'est vrai que s'il n'y a pas cette réussite économique, il n'y a pas de partage. Aujourd'hui, la réussite économique est à Saint-Quentin-le-Vin. Alors, ce que je regrette, c'est ce que je l'ai dit, c'est qu'effectivement, la réussite économique de Saint-Quentin-le-Vin, ce n'est pas encore le plein emploi à Saint-Quentin-le-Vin, et donc particulièrement l'emploi des jeunes. Et pour savoir quelle image va laisser Robert Cadalbert, nous sommes allés poser la question aux plus anciens conseillers communautaires. Le mot qui ressort, consensus. Une recherche du consensus, je pense. Principalement, je pense que ça a été une des caractéristiques de son mandat. On a connu donc la présidence de Robert Cadalbert, où là on a eu un partage des responsabilités, et je crois que c'est comme ça que la communauté d'agglo doit travailler. Un homme de dialogue qui sert l'intérêt général, puisque lorsqu'il y a des projets, que ce soit sur Montigny, Trappes, La Verrière ou Guyancourt, il travaille en collaboration étroite avec les maires. Je dis souvent, c'est ma formation de base de capitaine de l'équipe de rugby, championne de France en 1963. Voilà. Et effectivement, toute ma vie, le rugby m'a apporté cette capacité à dynamiser une équipe. Il y a deux façons de faire du management, soit en imposant des choix, soit en montrant l'exemple et puis en fonçant, et puis en amenant les gens dans cette dynamique. Robert Cadalbert quittera le conseil communautaire à l'issue des élections municipales, mais il continuera à s'impliquer dans la vie locale à travers l'organisation de la Ryder Cup en 2018 et au-delà de la candidature de la France aux Jeux Olympiques en 2024. Voilà, on parlait beaucoup de consensus, on va en parler. Nouradine Agne nous a rejoint, Nouradine de Marmite FM. Un consensus encore plus large. Et surtout, venant de Déclic Théâtre, c'est une Déclic Théâtre, absolument. Ça permet d'être fier que Déclic Théâtre a pu se développer, que j'ai remis la première étoile. Vous voyez, je ne suis pas humble. Pas de ski. Non, à Papy. D'improvisation à Papy. Absolument. Qui a fait un très bon boulot dans l'agglomération. Donc vous êtes à Déclic, vous êtes à Marmite et vous êtes aussi à Canal+, où notamment vous commentez le foot. Alors, vous parliez de consensus, vous avez déjà abordé la question avec le nucléaire. Quand vous voyez ce qui se passe au barrage de Sivins, alors au-delà du drame, du mort, etc., est-ce qu'aujourd'hui on peut encore faire quelque chose en France? Est-ce que justement, ce qui ne vous frappe pas, c'est qu'il y a une telle violence dès qu'une décision est prise? Là, la décision avait été prise par pratiquement l'unanimité du Conseil général du Tarn. Il est impossible de faire appliquer cette décision, il y a des manifestations, il y a une violence terrible. Est-ce qu'on peut encore décider quelque chose en France? Est-ce qu'on peut encore gouverner en France? Oui, à certaines conditions. Qu'on n'ait pas des gens en face qui
moi je détiens la vérité. Ce qui est le pire dans notre société. Oui, mais il détient la vérité et la violence en même temps. Non, quand on détient la vérité, justement, on n'est plus ouvert au dialogue, parce qu'il n'y a plus de dialogue, puisque je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Donc il n'y a plus de dialogue qui est possible. Aujourd'hui, effectivement, il faut rétablir le dialogue, ce qui est effectivement, quand je disais tout à l'heure, consensus, doute, qui sont les vertus qu'on doit avoir pour diriger aujourd'hui, eh ben, ça s'applique à tous ces projets. Est-ce qu'effectivement, on peut avoir un doute sur la nécessité de ce barrage, l'optimum du... Donc, il n'y a peut-être pas eu assez de concertation. Sur 50 ans, il y a quand même 38 personnes sur 40 au Conseil général. Mais attendez, 38, est-ce qu'il y a vraiment une étude? On a fait l'étude, Ségolène Royal a fait faire une étude, une expertise après. Donc, effectivement, on peut dire que toutes les études n'ont pas été faites. En tous les cas, sur Saint-Quentin-de-Vigne, ce que je connais bien, ce qui a progressé dans le dialogue, dans le compromis pour trouver des solutions, même si des fois il y a eu des oppositions. C'est normal, les oppositions. Mais il faut un échange sur les idées. Et je suis encore fier, je le dis encore une fois, je me fais un bilan et les violons, sur par exemple le Conseil de développement, qui est un endroit où les gens se rencontrent et discutent du fond des problèmes. Donc il faut que les gens soient autour de la table, mais pas autour de la table pour dire je suis là pour défendre mes positions, parce que moi j'ai la vérité. Non, pour dire comment on avance. Les uns les autres, vous êtes frappés non, par cette violence quand même. Je suis pour une chose, mais on en a parlé dans cette émission. C'est l'absence de représentativité du peuple français qui débouche sur une absence de confiance du peuple français à l'égard de ses représentants. Ça pose un problème très grave qui débouche ensuite sur ce que moi j'appelle la dictature des minorités. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans une démocratie. Donc, à un moment donné, si on laisse les minorités dicter leur conduite, comme vous le dites à juste titre, parce que je considère que j'ai raison, je suis minoritaire, mais tant pis, et je n'ai aucun respect à l'égard de la démocratie, ça pose un vrai problème. Nous sommes en danger. Clairement, nous sommes en danger. Mais c'est la conséquence de l'absence de représentativité réelle du peuple français dans les institutions de la République. Monsieur Madec, et ça, c'est très grave. Je vous suis, mais sauf qu'il faut modérer vos propos. La représentativité, elle existe, c'est les élus. Ils sont représentants ils sont élus du peuple. quand même. Oui. Simplement, il faut qu'il y ait une forme de démocratie supplémentaire qui s'appelle effectivement la démocratie participative qui va de pair. C'est pour ça que je parlais, j'étais un peu fier du Conseil de développement qui s'est fait au départ, il y a beaucoup de doutes. Maintenant, tout le monde reconnaît que ce Conseil de développement de Saint-Quentin-de-Vigne, c'est des gens qui effectivement échangent, argumentent pour essayer de trouver la bonne solution. Voilà. Et donc, en même temps que la perte de représentativité, non, il n'y a pas de perte de représentativité, il y a une perte parce qu'il n'y a pas, la légalité existe dans la représentativité, mais il n'y a pas forcément cette légitimité que l'on a encore plus sur les projets, parce que tous ceux qui veulent participer, participent. Aujourd'hui, dans les associations qui participent, c'est des associations qui sont contre. On est contre. Voilà, on ne doute pas, on est contre, on sait ce qu'il faut faire. Donc il faut... Ils ont des arguments quand même. Hein. Bien sûr. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un quelle part ils sont prêts à mettre dans le débat? Par exemple, c'est pour ça que... Excusez-moi de revenir tout de suite sur le nucléaire. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, si on voulait faire une centrale nucléaire, mais c'est impossible. Écoutez, si on voulait faire Saint-Quentin aujourd'hui, ça serait impossible. Patrice, je mets sur la table quelque chose de précis, qui est un sujet précis, qui est la part du nucléaire dans l'énergie. Il y a une solution très simple. Est-ce que je demande aux amis écologie, est-ce que vous préférez qu'on sorte le plus vite possible du nucléaire, ou être un nucléaire qui restera de toute façon 20, 30, 40, 50 ans, mais plus sûr? Effectivement, et c'est simple à faire. C'est-à-dire que pour l'entretien, le suivi des centrales nucléaires... Vous avez des idéologues en face, vous n'avez pas des gens qui... comment vous voulez avancer avec des idéologues? Il faut des gens qui ont envie de travailler. Mais ce qui est important aussi là-dedans, c'est que c'est surtout à chaque fois assorti de violence extrême. C'est-à-dire que c'est même pas une question de débat, vous avez tout à fait raison, il faudrait douter, il faudrait que les gens soient prêts à faire un pas l'un vers l'autre, mais de toute façon, avant toute chose, il y a une violence qui se déchaîne, des ultras qui viennent on ne sait où, qui campent, qui s'installent, on ne sait absolument pas qui sont ces gens-là, enfin plutôt on le sait, et il n'y a pas de quoi être fier en disant c'est merveilleux, cette opposition à tout, et systématiquement, dès que quelqu'un essaye en France de faire quelque chose maintenant, il y a une opposition violente qui n'est absolument pas démocratique. La violence en soi n'est pas... Tout le monde est content de la Révolution française. Non, mais de toute façon, c'est pas le débat. C'est de la violence, c'est-à-dire que quand on est contre quelque chose et qu'on n'est pas écouté, en général, on peut utiliser... On est tout à fait écouté. Mais ce qui est terrible, Patrice, pour revenir à votre question, c'est ce que vous avez dit, est-ce que c'est possible encore
de gouverner. Alors là, c'est de l'émotion. Depuis cette histoire, c'est uniquement sur l'émotion qu'on se concentre. Vous avez vu les réactions politiques sur... Mais mettons de côté l'affaire du mort, qui est évidemment affreuse pour lui, pour sa famille, etc. Oui, mais est-ce que c'est sur ça qu'on doit se baser sur le barrage? En dehors de ça, il y avait une violence, il y a une opposition très forte. Mais la difficulté, juste par rapport à la violence, je pense qu'on a des opposants qui ne sont pas du tout violents, qui ne sont pas là pour faire des actions violentes, et je pense que ce garçon qui est décédé n'était pas catalogué comme quelqu'un de violent, mais les personnes qui infiltrent, parce que c'est ça le problème, et c'est dans toutes les manifestations on a ce problème-là, c'est des infiltrations par des énergumènes particulièrement violents, et c'est eux qui mettent en danger effectivement à la fois les personnes, mais en même temps notre démocratie. Et ce qu'il faut, c'est arriver à cibler ces personnes-là qui n'ont rien à voir avec l'opposition, parce que je pense que le sujet ne les intéresse pas. Eux, ils viennent juste pour se castagner avec la police. Et j'étais au Théâtre de la Ville hier, tout le quartier était bouclé par les CRS parce qu'il y avait cette manifestation. C'était quand même assez impressionnant, quoi. Et je pense que ceux qui étaient en face, c'était pas des gens qui venaient juste pour respecter la mort. Ce qu'on peut dire, on est d'accord avec toi, c'est que la violence, c'est d'abord le signe de l'échec. La violence, quand on arrive à la violence, c'est qu'on est en échec. Soi-même, ceux qui sont violents, ce sont des gens qui sont en échec par rapport à leurs idées, parce qu'ils n'ont pas pu convaincre par les idées, par les faits. Et la violence est un signe d'échec. Intellectuellement, je comprends votre raisonnement, mais vous avez tout à fait ça veut dire comment... Si la rationalité... la seule chose de faire, c'est comment... gouverner tout, ça serait formidable. Or, on n'en est pas comment là, on arrive au dialogue et à avancer. Écoutez, moi j'ai vécu quelque chose qui est beaucoup moins dramatique, beaucoup moins difficile de esquiver, qui était la construction du vélodrome. J'ai eu des gens qui ont essayé de faire de la violence. Les vélodrames, on a essayé de discuter sur l'aspect environnemental. Ils ont même créé une association qui s'appelait Vélodrame pour s'opposer à Vélopolis. Bon, ils étaient dans la violence. Il n'y a pas de discussion possible, Président. Vous êtes pour un vélodrome, mais ils sont contre. Vous voulez vous entendre? Un demi-vélodrome? Oui, non. La truc, c'était l'impact... Non, mais quand vous faites quelque chose, il y a toujours du positif et du négatif. Donc, si vous voulez avancer, vous mettez en valeur le positif et vous minimisez le négatif. C'est ce qu'on a fait dans la construction de vélodrome. Allez voir sur le parvis du vélodrome comment vous voyez la base de loisirs et comment les gens découvrent ce site merveilleux. C'est vrai qu'on a sauvé aussi les tritons crétés. Bon, ce n'était pas prévu, donc vous voyez qu'on a fait des progrès. C'est important, les tritons. Oui, non, mais ça veut dire qu'il y a toujours moyen de... Mais il faut qu'intellectuellement, les gens soient capables... Mais si vous regardez un peu ce qui se passe, l'écotaxe, on est obligé de reculer, le barrage de Sirvin, le gouvernement va être obligé de reculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le gouvernement ne peut plus rien faire. Dès qu'il y a un projet, il recule immédiatement parce que... Alors peut-être qu'il n'a plus la légitimité pour le faire, peut-être que la popularité du président joue aussi, mais enfin, on voit bien qu'on est dans une situation où gouverner devient quelque chose d'extrêmement... Avec des réactions politiques complètement folles. Les Français n'élisent pas les politiques pour qu'ils jouent aux girouettes non plus. Donc à un moment donné, quand moi je dis qu'il y a une perte de confiance à l'égard des élus politiques, il y a une perte de confiance. Vous disiez que nous sommes représentés. Oui, d'accord. Sauf qu'on constate quand même que malheureusement, les gens qui aujourd'hui occupent les postes de pouvoir ne sont pas obligatoirement tous issus de l'entreprise ou des associations. On sait bien que, hélas, je le dis, ils viennent plutôt de la fonction publique. Donc, à un moment donné, écoutez, la perte de confiance, vous avez les politiques que vous méritez. À Levallois, ils ont les Balkany et ils votent pour les Balkany. Donc, leur problème, c'est les électeurs de Levallois. Donc, voilà. Non, mais on a eu des cas Usac, c'est la faute des politiques, c'est la faute des autres. Non, c'est de votre faute. C'est tout à fait de votre avis. En même temps, il faut que ça change. Et il faut que le peuple soit... Changer le peuple. À part le vote. Non, c'est pas le peuple qu'il faut changer. C'est le mensonge qu'il faut éradiquer. C'est le mensonge qu'il faut éradiquer. Monsieur Madec, vous parlez, effectivement, on va voter pour vous. Présentez-vous. À Levallois, ils votent pour les Balkany. Donc, excusez-moi, Florence, on a les politiques qu'on mérite. Sur ce problème de la représentativité. Oui, non, mais je partage le point de vue de Jean-Luc. La seule chose, c'est que quand on est dans le privé... J'imagine pas Jean-Luc dire allez, je vais me présenter à l'Assemblée nationale et je ne mettrai plus les pieds dans mon restaurant ou moi je vais me présenter, je ne dirigerai plus mon cabinet. Donc il y a un vrai problème et aux universités d'été du MEDEF, il y a le président de Michelin qui a indiqué qu'il allait favoriser ses salariés en leur disant si vous voulez vous présenter à des élections municipales, législatives, je vous garantis le maintien de votre poste quand vous reviendrez et je vous garantis la même chose que ce que les fonctionnaires peuvent avoir comme protection, notamment en termes de retour à l'emploi
l'emploi dans l'hypothèse où ils arrêtent leur mandat. Mais ça veut dire... Non, mais ça, c'est bien. Mais ça, c'est parce que c'est le président de Michelin. Parce que c'est Michelin, oui. Mais c'est pas, j'imagine, un dirigeant d'une boîte de 10 salariés va pas dire allez-y, présentez-vous et je vous garde votre poste. Ça va être très compliqué, quoi. Parce que garder un poste pendant 5 ans, c'est difficile. Vous imaginez un homme politique qui appartient toujours à Michelin et puis être à l'Assemblée nationale. Mais il n'appartient pas. On parle de conflit d'intérêts, on parle de... Il en est de même pour les fonctionnaires qui vont à l'Assemblée nationale. Ils gardent leur poste. Un avocat défendrait les avocats, un médecin défendrait les médecins. Dans ce cas-là, par contre, il y a un exemple. Vous parliez de faut éradiquer le le shérif, les juges sont élus par le peuple. Et à partir du moment où ils occupent la fonction, ils sont pris en charge par la collectivité et donc ne mettent pas en danger leur fonction précédente. Chez nous, c'est malheureusement impossible. Et là, c'est un défaut, probablement, de la construction de l'élite politique dans notre pays qu'il va falloir revoir. Alors, oui, les Balkany, les Cahuzac, les Thévenoud sont des gens abominables, bien entendu. Oui, mais bon, ils se sont reposés sur le mensonge. Ne mettez pas tout sur le même plan. Éradiquer le mensonge. Et en plus, ces gens-là ne sont pas représentatifs, je crois, du personnel politique dans ce pays. C'est un peu contradictoire parce que, ce que vous dites, parce que les Balkany, c'est un peu un contre-exemple, parce qu'on peut sûrement leur reprocher beaucoup de choses, mais vous ne trouverez pas une seule personne à Levallois pour s'opposer aux Balkany. Et à chaque fois, il est réélu triomphalement. Donc, voilà. Je veux dire, mais pour répondre à dire qu'on a les élus que l'on mérite. Et on a même les syndicalistes qu'on mérite avec Thierry Le Pen. Non, voilà. Le Pan est l'exemple même de la dérive du système. Voilà, c'est la dérive totale. Donc aujourd'hui, pardon. Est-ce que c'est avéré là ce qu'on dit sur M. Le Pen ? On s'en fiche complètement. Ah oui, d'accord. La problématique, la problématique, elle est simple. C'est qu'on montre du doigt des dérives dans des systèmes qu'il faut arrêter de montrer du doigt. Donc il faut, je pense, nettoyer les écuries d'Augias et puis revenir à des représentants qui soient des gens intègres, il y a du boulot pour les nettoyer. Honnêtes. Il faut bien commencer. Et voilà. Et ne laissez pas faire ce boulot-là par l'extrême droite, c'est bien dommage. Est-ce que voilà, on n'est pas en train de faire le lit quand même de l'extrême droite sur le Front National? Oui, j'avais envie de donner un coup de gueule sur le Front National, ça me tient à cœur là, parce que effectivement, autant ce qui est important, c'est pas l'extrême droite, son pourcentage, c'est la dérive de l'extrême droite. Il y a quelques années, c'était, je dirais, l'extrême droite à la papa, nationaliste, d'extrême droite, voilà, tranquille. Bon, à la limite, si on peut dire. Oui, mais enfin, bon, à la limite, il voulait pas le pouvoir, en tout cas. Il était dans le PAF politique. Bon, ça n'était pas trop grave, même si on avait intérêt à le combattre. Ce qui est aujourd'hui beaucoup plus dangereux, c'est ce qui se passe actuellement. Parce que non seulement on a toujours les racines du nationalisme et de l'extrême droite à la papa, mais en plus, maintenant, on a le socialisme. Bon, et quand vous mélangez les deux, parce que c'est quoi le socialisme ? C'est pas de votre faute, on va raser gratis demain, tout va bien, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de la mondialisation, c'est la faute de l'euro, c'est la faute des autres, c'est la faute des immigrés. Ne vous inquiétez pas, on va régler tout ça. Hein. Mais par contre, cette démarche du nationalisme d'extrême droite plus du socialisme, écoutez, ça a un nom, ça s'appelle le national-socialisme. Hein, et on a donné. Alors, je ne vais pas dire que Marine Le Pen, c'est Hitler, que Philippot et M. Goebbels, c'est autre chose. Non, mais leur démarche, malheureusement, et leur dérive qu'ils ont actuellement, et ce qu'ils font peser sur la société. C'est pour ça que certains disent que le Front National, ce n'est pas la même chose que les autres partis. Oui, parce que c'est cette dérive du national-socialisme. Parce qu'on est tous, chaque parti politique, on ne va pas dire demain, du sang, serrez-vous la ceinture. On dit, demain, ça ira mieux, comptez sur moi. Mais entre ça, aller du populaire au populisme, et du populisme au social, au national-socialiste, il n'y a qu'un pas. Et on est sur cette dérive-là. Ce que vous dites, Président, c'est très intéressant, mais il y a une vraie notion à qui la faute ? Le Front National, mis là comme un épouvantail, bon, d'accord, on peut être d'accord ou pas, mais à un moment donné, si le Front National marche aussi bien, c'est que ceux qui étaient là avant n'ont peut-être pas fait le travail. Oui, non, mais c'est dire que ça, c'est évident. Ouais. On peut toujours rappeler ça. Rappelez-vous que quand même, c'était simple, pendant un siècle, c'était confortable. Il y avait les méchants d'un côté et les bons de l'autre côté. C'était le capitalisme et le communisme. Pendant un siècle, on est parti là-dessus. C'était sympa. C'était assez pratique. Moi qui ai
connu un peu la vie politique avec 80 à l'élection, c'était les chars qui arrivent sur la place de la Concorde. Hein. Donc on sait très bien. Et en termes d'idéologie, c'était simple. Maintenant, on n'est plus dans cette démarche-là. Vous comprenez qu'effectivement, le communisme, on voyait où la dictature du prolétariat, où ça nous amenait. Hein. On a vu ce que le libéralisme et Wall Street et les problèmes de spéculation des bulles, à quoi ça nous menait de l'autre côté. Donc, on est bien obligé de chercher des voies idéologiques entre les deux. Alors, qu'on l'appelle social-démocrate, qu'on l'appelle social-libéral. Alors, vous êtes pour le changement de nom du PS ou pas? C'est pas une question de nom, c'est d'abord qu'est-ce qu'on met dedans. Ouais, mais vous êtes plutôt... Non, mais... plutôt favorable à ce que fait Valls, non? Je suppose, plutôt tendance Valls. Il va pas oser se mouiller. Vous êtes plutôt proche de Valls que de Hamon. De ce côté-là, surtout maintenant, à mon âge, 40 ans de socialisme, je peux me mouiller. Si je ne me mouille pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vais me mouiller. Hein, non. Pour ou contre le changement de nom? Mais encore... C'est comme pour la dette. D'idéologie du PS. Je vous répondre la même chose pour la dette. Ça dépend ce qu'on met derrière. Moi, c'est effectivement trouver. Il faut faire de l'idéologie. On dit, pendant 100 ans, on a été entre le capitalisme et le communisme. Vous choisissez qui étaient les bons, les mauvais. C'est votre problème. Mais au moins, c'était simple, c'était clair. On a une vision. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Tout le monde en est d'accord. Donc, il faut reconstruire quelque chose. Est-ce que pour reconstruire ça, il faut un nom d'un parti? En tous les cas, ce qui est important, c'est qu'on ait des partis politiques, parce que pour avoir des élus, pour se présenter aux élections, il faut être collectif. Il faut être collectif, donc il faut être dans les partis. Après, ça ne veut pas dire qu'on est partis. C'est pour ça que je fais la distinction entre les partis pour aller à des élections et la démarche du Front National qui devient effectivement trop socialiste en même temps. Est-ce que c'est socialiste et c'est national-socialiste qu'il faut? Bon, effectivement, aujourd'hui, on doit faire de l'idéologie. Et il faut retrouver cette idéologie. Est-ce qu'il faut le nom, le bon nom? Parce qu'il faut qu'en 2 lettres, on vous dise tout. Excusez-moi. Anti-progressiste, c'est ça? Non, mais on sait socialiste, oui. Ça veut dire que socialisme, c'est comme l'appropriation collective des moyens de production. C'est ça la définition du socialisme. Si je peux me permettre juste, je pense que ce qui colle au PS et dans le nom de socialisme, c'est le congrès d'Épinay, c'est le PS, c'est l'interventionnisme de l'État. Et aujourd'hui, Valls, il est clairement dans une phase de, il faut moins d'intervention. On est dans une rupture, il veut casser l'image. Et pour, non, mais juste pour terminer, on a tout nationalisé. 80, on a tout nationalisé. Ouais. Donc on voit bien qu'entre la dictature du prolétariat, tout nationalisé, il n'y a que l'État qui compte, et puis la loi de la jungle de Wall Street de l'autre côté, tout privatisé. Il y a un juste milieu. La France est dans ce juste milieu. Oui, mais juste pour finir, là, je pense qu'il faut changer de nom. Parce que c'est pas que du cosmétique. Je pense que derrière... Oui, ça veut dire quelque chose. Bien sûr, parce que là, aujourd'hui... Non, mais ça veut dire que ça accrédite le fait... Le packaging, c'est une chose. Le fond, parce que dans le packaging, c'est autre chose. Si le PS change de nom, ça veut dire que ça accrédite l'idée qu'il y a au fond 2 sortes de socialistes. Il y aura encore des socialistes de gauche. 2 formes de socialistes. Il y en a 15. Il y en a 15, oui. Non, mais au moins, ça mettrait un nom sur la réalité. Un mot, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et je voudrais qu'on parle un peu du golf à la fin de l'émission. Un mot sur l'émission de D8, est-ce que vous participeriez, vous grimeriez comme ça pour être plus proche des gens? Se grimer nationalement, on ne va pas le reconnaître. J'ai pas besoin de me grimer pour faire tracer mes idées. Hein. Excusez-moi, j'ai pas mis de cravate pour être proche de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission? Je ne veux pas en penser parce que ça... Je ne regarde pas, je ne connais pas. Hein. Non, c'est pas encore passé. Ah bon, c'est pas encore passé, c'est normal alors que je ne connais pas. Non, vous connaissez l'idée. Plus en contact avec la société. C'est ça qui est un problème. Le politique a perdu le contact avec la société. Alors maintenant, il y a des émissions de télé qui ont fait du buzz. C'est terrible si on est obligé de se grimer pour avoir le contact avec les gens. C'est la démonstration de cette perte de contact. Il y a certains chefs de l'État qui partaient avec un accordéon dans le métro. Bon, c'est la différence. Un autre avec un casque. L'exemple qui est intéressant, Patrice, c'est Thierry Mariani qui a passé une journée en fauteuil roulant. Et il s'est dit là, je me suis rendu compte, mais du coup, je rejoins ce que dit Jean-Luc, je me suis rendu compte que c'était très difficile. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas écouté les associations ou les personnes qui, elles, sont vraiment handicapées. Une journée en fauteuil roulant pour se rendre compte que c'est difficile. Pourquoi, franchement? Moi, je trouve que cette émission montre, au contraire, la déconnexion totale du politique par rapport à la vie réelle. Mais je trouve hallucinant même qu'on ait pu penser de faire une telle émission. Et dans ce cas-là, pourquoi pas faire un loft avec Morano et Montebourg. En même temps, Florence, ce n'est pas non plus des premiers couteaux de la politique. Et donc ça ne discrédite quand même. Il devait y avoir un lieu-marie. Oui, mais enfin, sinon, c'est des gens qui soit totalement fin de carrière, soit totalement inconnus. Je veux dire, quand Jean-Luc Romero
dit je suis obligé de faire cette émission parce que sinon les gens ne parleraient pas, mais qui est capable de reconnaître Romero dans la rue? Il n'avait pas besoin de se grimer. Vous avez fait une émission comme ça sur Canal+. Revenons aux idées, au fond, pas au packaging. Il y avait un pilote avec Copé il y a quelques années. Il peut y avoir des débats. Un mot parce que je voudrais qu'on parle du golf après. Patrick, j'ai beaucoup écouté, et en l'occurrence, c'est l'invité, moi, qui m'intéresse un peu. En l'occurrence, on a entendu beaucoup de choses, et de belles choses, à se demander si finalement ça ne devrait pas être les anciens qui devraient reprendre du pouvoir, et finalement c'est maintenant que vous devriez présider, parce que j'entends effectivement des choses très sages de votre bouche, mais en l'occurrence pendant votre mandature, pour parler de golf. Alors, finalement les socialistes jouent plus au golf qu'au foot. En l'occurrence, est-ce que vous... Golf, hein, alors, vous allez voir, je vais en venir. Est-ce que vous êtes partisan plutôt de jouer au golf, et j'aime le golf aussi, tout autant que probablement que vous. Simplement, le foot existe aussi. J'aurais pensé, mais c'était juste une idée que j'avais, qu'on était plus proche du sens éducatif qu'on apportait dans les banlieues au travers du foot, par exemple, qui est un sport qui est pratiqué par un très très grand nombre. Et en l'occurrence, le golf, qui est un petit peu plus déconnecté et qui est en plus très difficile à aborder, j'entends, parce que ça a un coût. Et donc ma question, c'est le socialiste que vous avez été... et que probablement vous êtes encore. Lequel je sais pas. Est-ce qu'on peut être socialiste et golfeur, quoi, c'est ça là. Non, mais bien d'accord. Celui de l'entreprise, celui... en l'occurrence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais voilà, la question est simple, c'est... je fais partie... je vous ai beaucoup écouté. Je me suis réservé. Socialiste et favoriser le golf sur le territoire, c'est ça. Je me suis réservé, parce que j'en ai beaucoup de choses théoriques, simplement pratiques, sur la ville nouvelle. On a compris, je crois, la question. Robert Cadalbert. Le club de foot de Trappes était à 650 adhérents quand je suis arrivé. Je vais parler de moi aussi un petit peu. Moi. Et donc, aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 adhérents. Sauf que cette croissance, on l'a fait avec une casquille qui se désengage fortement et qui s'engage sur le golf. J'ai juste une question. L'argent que vous nous avez pris, il est parti au golf. D'une part, on vous a rien pris. D'une part, on n'a rien pris. Et sur le golf, j'ai maintenant... Vous n'avez rien donné, non. Pas pris, mais rien donné non plus. Excusez-moi d'être un peu long, mais je suis maintenant grand-père écossais. À cause de mon mandat, ma fille est restée en Écosse. À l'association du golf. Et donc, je découvre, moi, le golf en Écosse, et je vous assure que plus populaire que ça, vous avez du mal à le faire. Parce que c'est une image qu'on a en France, que le golf, les élites, il faut mettre 10 000 € pour être membre du club, tout ça. C'est pas ça, le golf. Moi, mais c'est justement ça. C'est vrai que c'est une image, mais le foot, c'est une réalité. Non, mais, il y a des clubs publics, mais la réalité, excusez-moi de vous voir insister, je vous dis tout à l'heure dans le reportage, vous avez fait qu'effectivement, je suis fier d'avoir été président de l'équipe junior championne de France avec le Racing. Bon, j'ai été formé par le rugby, mais je découvre, encore une fois, un peu tard, et peut-être grâce à ce que je me suis fait virer, peut-être j'ai découvert un peu plus le golf. Voilà. Mais non, ce que je découvre dans le golf, c'est un formidable outil pédagogique. Pourquoi que les classes populaires n'aient pas le droit à cet outil pédagogique? Mais c'est pas ce que non, mais monsieur, mais laissez-moi le foot aussi. Mais je pose pas le rugby au golf. Si, parce que quand on prend de l'un pour donner à l'autre. Mais ce que dit Moustapha est très intéressant. Il y a une question un peu plus insidieuse. Il est en train de vous dire socialisme égale peuple, foot égale peuple, donc image du peuple un peu pauvre. Golf, image riche, socialisme qui se dirige vers entreprise. Si vous me laissez parler, je vous montrer que votre raisonnement est très réductrice. Laissez-moi vous dire qu'il n'y avait pas de réductrice. Ça vous interpelle, c'est pas réducteur ce qu'on dit, c'est une question. Écoutez, dans votre raisonnement, elle est réductrice. Donc pourquoi elle est réductrice? Parce que le golf est un formidable outil pédagogique dont depuis des siècles ou des centaines d'années, en tous les cas, on empêche toute la population, tous les jeunes d'être formés. C'est un formidable outil de concentration. On regarde la balle, si vous ne regardez pas la balle, c'est foutu. C'est un formidable outil pour la recherche de la perfection. C'est pas la question. Non, mais attendez, si vous me laissez quand même finir. Vous avez parlé golf pendant une heure, on n'a plus le temps. Non. La question, c'est est-ce que oui ou non, le socialiste que vous avez été a le droit de dire j'aime le golf plus que le foot, et je suis plus proche des gens de Monsieur Larbaoui, laissez-moi répondre. Sur le green que ces enfants qu'on a élevés. Laissez-moi répondre. Le socialiste que j'étais, que je suis... Mais laissez-moi répondre. Le socialiste que j'étais et je suis découvre que ce formidable outil pédagogique
que j'essaye de vous dire sur le golf, son apprentissage, sa convivialité. Non mais laissez-moi finir. L'aéronautique. Monsieur Larbaoui, laissez terminer Monsieur Cadalbert. Il nous reste 2 minutes. Et puis j'ai plein d'autres choses à dire. Alors attendez. On arrête. On a compris votre question, on a compris la réponse. Est-ce que vous allez le rendre accessible via la Riders Cup, justement? Est-ce que la Riders Cup va permettre le rendre accessible aux gens qui font du foot, qui peuvent aller au golf? Un mot pour pourquoi on le rend accessible à tous. Parce que c'est un formidable outil pédagogique, c'est un outil de convivialité. C'est le seul sport où vous ne faites pas une partie de golf contre moi. Vous le faites avec moi et vous m'encouragez à être meilleur. Et si je me bats, donc il n'y a pas. Quand vous faites du foot, vous êtes là pour. Les mecs sur le golf parce que c'est mais c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est pas le sujet. Il y a moins de pas le sujet. Quand on est assuré à. Pas tous en même temps. Est-ce que vous voulez les réponses? Pardon. Si vous voulez parler réponses, on arrête. Je précise ma pensée. Il y a des contribuables. Qui cotisent et qui donnent de l'argent à une communauté, la communauté d'agglomération par exemple. Et quand vous donnez 30 000 € à 100 membres d'une association, c'est 30 000 € pris dans une caisse commune pour 100 membres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais quand il y en a 1000 en face qui sont réduits qui ont 8 000 € aux acquets, c'est de ça dont je parle. C'est la redistribution. Il nous reste 30 secondes. Désolé. C'est ça dont je parle. Non mais monsieur Larbaoui. Mais j'ai pas dit que le golf c'était mauvais. Non mais écoutez, d'une part, le golf à Saint-Quentin-de-Vigne, ça rapporte de l'argent. Le golf à Saint-Quentin-de-Vigne, le foot, ça coûte. Non, mais aujourd'hui, le golf à Saint-Quentin-de-Vigne rapporte de l'argent. On loue à la Fédération française de golf le terrain qui rapporte 300 000. C'est ce qui rapporte. Le golf président te dit que c'est plus rentable. Attendez, il faut arrêter. On a fini. C'est l'argent que ça rapporte le golf, ça nous permet d'en donner encore au foot. Voilà. Merci infiniment, Robert Cadalbert. Merci à tous. On a explosé le temps. Au revoir. À très vite.